11e entretien sur l'histoire secrète de la philosophie. Je vais aujourd'hui vous parler d'un certain nombre d'auteurs, de Fénelon, de Ramsay et de Montesquieu, que j'ai étudié dans ce 3e tome de la conspiration des philosophes, et qui s'appelle Le siècle des ténèbres, et sous-titré Vers la révolution maçonnique en France. Parce que la révolution dite française n'a pas été faite par le peuple français, mais par des mercenaires dirigés par la franc-maçonnerie et payés par l'Angleterre. Donc, ça n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais il faut quand même toujours rétablir les vérités historiques. J'ai, dans des précédents entretiens, dénoncé l'inexistence de la philosophie arabe, le mythe de la Renaissance, le mythe d'un Descartes rationnel. Il faut s'attaquer au mythe des Lumières, le fameux siècle des Lumières, ce XVIIIe siècle, qui n'est pas le siècle des Lumières, mais le siècle des ténèbres, parce que la vraie lumière vient de Dieu, tandis que les Lumières du XVIIIe siècle sont des ténèbres parce qu'elles renouvellent le péché originel de la Kabbale, n'est-ce pas, c'est-à-dire de l'initié aux chiffres, aux mathématiques ésotériques qui mettaient en valeur l'homme, qui recréait et qui mettait en valeur aussi la nature. On est déjà dans une compromission avec les cultes cosmiques. La suite était évidemment l'humanisme, c'est pas l'homme qui prenait la place de Dieu, donc c'est un renouvellement du péché originel. Et enfin le cartésianisme, évidemment, le cogito ergo sum, donc l'homme qui devient co-créateur du réel et qui n'étudie plus le réel créé par Dieu, mais qui prend aussi la place de Dieu en philosophie. Dans la suite de Descartes venait ce Dieu mécanique de Newton, et ce Dieu va être le Dieu des constitutions maçonniques. Vous savez que la franc-maçonnerie, sous sa forme moderne, spéculative, est créée en 1717, et qu'en vérité, le siècle des ténèbres commence par des ténèbres maçonniques qui entraîneront les ténèbres encyclopédiques, puis la révolution maçonnique. Le début du XVIIIe siècle marque le triomphe de Descartes. La philosophie de Descartes s'impose partout. Je rappelle que Descartes était un imposteur du rationalisme, qu'il avait été illuminé par les Rose-Croix, et que ceux-ci tenaient leur illumination du porteur de lumière, c'est-à-dire de Lucifer. Lucifer est le prince des ténèbres, donc j'insiste, nous sommes bien dans le siècle des ténèbres. Au début du siècle, va se passer ce que Paul Hazard a appelé la crise de la conscience européenne, et particulièrement en France une crise de la conscience, qui va opposer ce qu'on va appeler les rationaux, Bell et Fontenelle, à ceux que Bell va appeler les religionnaires, dont fera partie Fénelon. Bell et Fontenelle, pour dire un mot, parce que je ne peux pas évidemment parler de tous les auteurs, mais Bell et Fontenelle font la transmission entre le siècle des Rose-Croix, c'est-à-dire le XVIIe et le XVIIIe. Ce sont des vulgarisateurs de Spinoza, de Newton, de Leibniz. Bell est un calviniste, donc un ennemi du catholicisme, il est d'ailleurs quasiment athée. Il écrit un dictionnaire que va reprendre en grande partie l'encyclopédie. Et dans ce dictionnaire, Bell reprend les errements humanistes. Il fait aussi des divagations sur les comètes, n'est-ce pas? Ce ne sont pas des gens très sérieux. Fontenelle, lui, vit pendant 100 ans, donc ça a été une véritable catastrophe historique. Il transmet toutes les erreurs du XVIIe siècle au XVIIIe, et lui-même est un ignorant, un pédant, n'est-ce pas? Il n'y connaît rien en théologie, il a tous les défauts, il est relativiste. Il pense que le christianisme est une mythologie, ce qui était absolument une absurdité. Je sais que ce sont des idées qui sont à la mode, mais enfin c'est parce que nos intellectuels d'aujourd'hui sont incompétents. Et lui a des croyances, on le présente comme un scientifique, mais en fait il croit aussi en l'astrologie, n'est-ce pas? Il écrit ses entretiens sur la pluralité des mondes, qui sont vraiment des délires. Et j'insiste parce qu'il est aussi le chef des modernes, c'est-à-dire que la philosophie moderne s'impose grâce à des gens qui sont des imposteurs. Est un philosophe de salon, il pérore dans les salons et il s'adresse à des aristocrates principalement qui sont des débauchés, des ignorants et des crédules.
On a réussi à les persuader, on réussit encore d'ailleurs à persuader dans l'enseignement actuel que le XVIIIe siècle a inventé quelque chose. Alors le XVIIIe siècle n'a rien inventé. Les rationaux sont donc des imposteurs du rationalisme. Donc en face vont se trouver ceux qu'ils appellent les religionnaires, dont Fénelon. Et Fénelon, bien qu'ecclésiastique, va être un imposteur de la religion chrétienne, c'est ce que je vais vous expliquer. Donc ça commence mal. Bon. Un grand esprit avait prévenu tout le monde avant le début du XVIIIe siècle, c'est Bossuet. Il y avait eu Pascal au milieu du XVIIe, mais Bossuet, à partir de 1680, Bossuet défend le catholicisme. Vous savez qu'il est le théoricien de la monarchie de droit divin, donc il y a évidemment un aspect politique. Il dénonce les protestants. Il finit par critiquer Descartes, parce qu'au début il avait été relativement séduit par Descartes, et il va aussi critiquer Fénelon. Bossuet avait été le professeur de Fénelon, et Bossuet est catastrophé que Fénelon devienne ce qu'on va appeler un quiétiste. Donc vous allez retrouver cette querelle entre les rationaux et les religionnaires est symptomatique d'une division entre initiés, qui est une division des deux voies ésotériques qu'on va retrouver en littérature, qu'on va retrouver en philosophie, mais aussi évidemment en loge maçonnique, à partir de 1717. Donc c'est un faux rationalisme, une fausse mystique, des fausses lumières. Je suis désolé, mais tout est faux. Tout l'enseignement actuel est mensonger, pardon de le répéter à chaque fois. Mais le 18e n'a rien inventé, il ne marque pas du tout un progrès de la raison, et il n'a pas effacé les superstitions du passé. Au contraire, il marque une régression aux croyances irrationnelles, notamment aux croyances cosmiques, et évidemment à la gnose et à la Kabbale. La gnose, on peut parler d'une gnose félonienne. Donc, Fénelon lui-même, donc j'en viens à Fénelon, donc qui vit de 1651 à 1715. Alors, entendons-nous, Fénelon est un génie littéraire, hein, je ne vais pas remettre en cause évidemment la prose de Fénelon, c'est un classique. Mais il est au départ chargé de prêcher, de convertir les protestants, mais en vérité, il va devenir une forme de protestant, puisqu'il va devenir ce que l'on appelle un quiétiste. Un quiétiste, le quiétisme est un mouvement hérétique que l'on peut faire remonter jusqu'à Maître Eckhart, donc dont je vous avais parlé dans une autre conférence, donc c'est très lointain. Je ne vais pas ici définir les termes en théologie. Tout ce que l'on peut dire, c'est que l'Église a toujours condamné cette attitude que l'on appelle une mystique passive. Or, un mystique chrétien n'est pas passif, c'est-à-dire que il peut se trouver dans un état d'oraison, mais il ne reçoit pas passivement. Fénelon, lui, est ce que l'on appelle un illuminé passif. Il est converti en vérité à cette fausse mystique par une femme qui a beaucoup d'importance à la cour, qui est Madame Guyon. Et Madame Guyon, qui elle est en relation avec le parti gallican, donc il y a aussi un aspect politique, il y aura des francs-maçons dans la mouvance de Madame Guyon et dans le parti gallican. Et en Allemagne, Madame Guyon a des disciples qui vont faire partie d'un mouvement qui s'appelle le piétisme, lui aussi hérétique, et qui va aboutir au romantisme. Donc on est dans des lumières qui sont irrationnelles, parce que vous avez dans les deux voies des lumières, vous avez une voie dite rationaliste que l'on met souvent en avant, mais il y a aussi une voie irrationnelle qui est toujours la même, hein, c'est la voie irrationnelle de la Kabbale et qui aboutira aux errements des romantiques. Voilà le climat, si vous voulez. Fénelon écrit des explications, n'est-ce pas, des maximes des saints, voilà, et texte qui est condamné en 1799, condamné par l'Église, et il vit à ce moment-là en exil dans son diocèse. Donc c'est toujours pareil, c'est une condamnation, mais la condamnation est suivie de peu d'effets, puisqu'en fait il est simplement mis à l'écart. Et un autre scandale naît en 1799, c'est le scandale du Télémaque. Bon, c'est évidemment un très grand livre. À l'époque, Fénelon est encore le précepteur du Dauphin. Donc il était, avant de sa mise en exil, précepteur du Dauphin. Donc si vous voulez, il était très proche de la cour. Et dans le Télémaque, Fénelon va
prôner un cosmopolitisme, évidemment, qui va passionner les initiés. Et vous savez qu'il fait l'apologie du genre humain, c'est le premier à employer cette expression. Et il dit, chacun doit incomparablement plus au genre humain, qui est la grande patrie, qu'à la patrie particulière dont il est né. Donc nous passons d'un patriotisme qui serait lié à la France, à une sorte de patrie internationale qui sera la patrie du genre humain. Fénelon est un ancêtre, malheureusement, des Lumières, et alors lui-même meurt en 1715, donc le siècle des ténèbres n'a pas encore véritablement commencé, puisqu'il commence pour moi qu'en 1717 avec la franc-maçonnerie, donc il n'a pas pu être initié, mais il porte une fausse mystique qui sera celle de plusieurs loges maçonniques, notamment en Belgique. Fénelon, en 1709, donc après le télémaque, le roi lui-même confirme Fénelon dans son exil à Cambrai et devient le sage de Cambrai. Et Fénelon va recevoir un personnage du XVIIIe siècle qui tient un rôle très important et que très peu de monde connaît, c'est Ramsay, le faux chevalier de Ramsay, mais le dénommé Ramsay. Qui est Ramsay? Ramsay, qui va être un important franc-maçon et un espion du début du XVIIIe siècle. Donc il est reçu par Fénelon. Ramsay vient probablement a été déjà espion en Belgique et rejoint Cambrai, et c'est lui qui va créer un mythe Fénelon. Il va appeler Fénelon l'Homère de la franc-maçonnerie. Et il va créer un mythe Fénelon qui va rentrer dans les loges maçonniques, qui va influencer la mystique maçonnique, et qui va être une sorte de parallèle au dieu scientifique de Newton dans ces loges. Alors, Fénelon est aussi l'ami d'un autre auteur qu'on ne connaît peu, dont j'ai parlé évidemment dans ce livre, et après, je dois dire Bernard Faille, qui a écrit la révolution intellectuelle, la franc-maçonnerie et la révolution intellectuelle du XVIIIe siècle. Livre excellent évidemment, que l'on ne trouve plus, mais que je cite abondamment. Il est ami du comte de Boulainvillers. Le comte de Boulainvillers, c'est un astrologue païen, et il connaît la gloire parce qu'il a prédit la mort de Louis XIV pour 1715. Donc ça arrive, mais il fallait bien que ça arrive un jour. Donc il devient célèbre, et il est un ami de Fénelon. Il est profondément anti-catholique. Il reproche au roi d'être devenu chrétien. Pour lui, les rois sont des usurpateurs, et il va avoir une influence considérable sur les nobles, parce qu'il prétend que la noblesse française descend des Francs, et que le tiers-état, en fait, serait déjà illustré par les Gaulois, n'est-ce pas, qui avaient été conquis par les Francs. Alors tout ça, sur un plan historique, est évidemment plus que douteux, notant que les nobles du XVIIIe descendent pour très peu des Francs directement, mais les nobles vont trouver dans Boulainvillers des arguments pour combattre le roi. Vous savez que Louis XIV avait soumis les nobles, les grands, et donc une révolution. Donc comme Fénelon il meurt avant 1717, et à partir alors, ce qu'il faut aussi savoir sur le comte de Boulainvillers, c'est qu'il est aussi un vulgarisateur de Spinoza, donc on reste dans une philosophie très orientaliste, et qu'il a écrit un livre sur Mahomet, qui va être publié et traduit en Angleterre. Il y aura aussi un mythe Boulainvillers qui va traverser le siècle. À partir eux sont morts avant 1715, la franc-maçonnerie est créée à partir de 1717 en Angleterre, et en France, c'est pas très facile, je décris dans mon livre l'histoire évidemment des loges, ça serait trop long, c'est pas le sujet, mais sous la Régence, à cause du Régent, qui est un débauché, qui a beaucoup de besoin d'argent, et qui dépend de l'Angleterre, c'est l'époque du fameux scandale Law, et les loges sont créées en France à partir environ de 1725. Et Ramsay va venir en France, donc le fameux chevalier de Ramsay, qui lui vit de 1686 à 1743,
va importer en France un rite maçonnique que l'on appelle le rite écossais. Alors, d'un seul mot, tout le vocabulaire maçonnique n'est évidemment que tromperie. Donc le rite écossais n'a rien d'écossais, c'est un rite hermétique, kabbalistique, judéo-égyptien. Il a une immense importance parce que de nos jours encore, des francs-maçons qui se disent réguliers croient que par ce rite on peut être franc-maçon et catholique. Et cette erreur vient du fait que pour l'histoire officielle dit que Fénelon aurait converti Ramsay au catholicisme. Or, ça n'est pas le cas puisque Fénelon lui-même est un hérétique. Donc un hérétique ne peut pas convertir quelqu'un au catholicisme. Et d'ailleurs, Ramsay, après la mort de Fénelon continuera à voir Madame Guyon, à voir tous les hérétiques. C'est un faux chevalier, c'est un aventurier. Alors, il est protestant, il va beaucoup changer de religion selon un peu les événements. Et il est probablement au départ ce que l'on appelle un presbytérien. Les presbytériens, ce sont les calvinistes écossais, qui ont interdit le catholicisme en Écosse, bien entendu. Et Fénelon va réussir à pénétrer les milieux qu'on appelle jacobites. Vous savez que le début du XVIIIe voit une lutte entre deux dynasties anglaises, les partisans des Stuarts et les partisans des Hanovre. Vous avez un roi qui est un imposteur d'ailleurs, Hanovre sur le trône, et les jacobites viennent en France, viennent notamment à Saint-Germain-en-Laye, protégés par Louis XIV et protégés par la papauté, parce que le roi de France et le pape espèrent, grâce aux jacobites, c'est-à-dire aux Stuarts, que le catholicisme puisse reprendre le pouvoir en Angleterre. Vous avez une lutte entre jacobites et hanovriens qui se passe aussi en politique. Il y a des batailles. Les jacobites seront massacrés d'ailleurs par les hanovriens en 1746 à Culloden. Mais cette lutte se retrouve aussi en loge maçonnique. Et Ramsay réussit à s'infiltrer dans le milieu stuartiste, et il va à Rome, où il est même précepteur des enfants du prétendant. Mais il n'est pas vraiment jacobite, parce que après, il est initié à Londres en 1730 dans une loge hanovrienne. Donc en fait, c'est une sorte d'agent double. Il y a beaucoup au début du siècle d'agents doubles qui passent d'une tendance à l'autre. Et il anime le club de l'entresol, donc il vient à Paris, et il anime le club de l'entresol, et dans ce club se tiennent des propos très subversifs, et le club de l'entresol sera fermé en 1731 par le cardinal de Fleury. Le cardinal de Fleury, qui est le grand ministre de Louis XV, qui a épargné à la France les forces occultes. C'est évidemment un très grand ministre de Louis XV, le plus grand sans doute. Évidemment un très grand ministre de Louis XV, le plus grand sans doute. Mais à Paris, Ramsay va en 1736 réussir, ou pas réussir, parce qu'on ne le sait pas exactement, à prononcer ce que l'on appelle son discours, un discours qui a été ou n'a pas été prononcé devant probablement une loge hanovrienne. Tout ça reste hypothétique. Tout ce que l'on sait, c'est que ce discours a été ensuite publié, donc on a connaissance de ce discours. Et ce discours appelle très clairement les francs-maçons des deux tendances à élaborer, à mettre en place une république mondiale. C'est le fondement du mondialisme. C'est le premier appel maçonnique à un fondement d'une république mondiale, qui évidemment intrigue beaucoup le cardinal de Fleury quand il a connaissance du discours, parce que l'établissement de cette république mondiale passe par le renversement de la monarchie française, cela va de soi. Ramsay a tenté de persuader Louis XV ou le cardinal de Fleury qu'on pouvait créer une maçonnerie catholique entre guillemets, mais qui soutienne le roi, et évidemment Fleury a eu raison de se méfier. Il sera probablement d'ailleurs en partie à l'origine de la condamnation, la première condamnation de la franc-maçonnerie qui est de 1738 par la papauté. Mais dans ce discours, Ramsay met en avant un autre élément, il demande que l'on rassemble les lumières, le terme lumière étant employé, de toutes les nations dans une sorte de dictionnaire, ce que va être l'encyclopédie évidemment maçonnique. Et il crée aussi un mythe, le mythe d'une franc-maçonnerie qui descendrait de la chevalerie. Évidemment, les nobles vont croire à toutes ces balivernes,
et on va les initier dans ce que l'on appelle les hauts grades écossais. Et c'est de ces hauts grades écossais que vont naître les fameux illuminés, après 1760, illuminés qui vont mener la révolution, et qui sera menée par les nobles, puis par les bourgeois. Vous voyez que depuis ce personnage de Ramsay, que l'on connaît très peu, toute l'histoire du XVIIIe siècle va mener vers la révolution. Ramsay va être à l'origine de l'encyclopédie. Pas le seul, mais il va être à l'origine de l'encyclopédie. Dans l'encyclopédie vont participer les grands philosophes du XVIIIe siècle. Quand je dis grands philosophes, l'expression n'est pas appropriée, parce qu'en fait, il n'y a pas de grands philosophes au XVIIIe. Au XVIIe, il y a des grands philosophes, qui sont des génies, mais des génies du mal, mais des grands philosophes. Les philosophes du XVIIIe sont des vulgarisateurs, ce sont des gens qui reprennent Descartes, ils reprennent Leibniz, ils reprennent Locke, mais ils n'inventent pas grand-chose. En fait, ce sont plus des littérateurs, il faut parler de littérateurs philosophes, et ce sont des littérateurs philosophes de salon, parce que l'influence des salons, et ce sont pour la plupart des francs-maçons. Les salons sont tenus par des dames de la haute société, qui sont des dames plutôt oisives. On y mène des joutes oratoires, parfois aussi peut-être quelques mouvements de jambes, et surtout permettent aux espions anglais d'approcher les littérateurs et les philosophes français. Dans ces salons vont fréquenter tous les futurs encyclopédistes, dont Montesquieu, dont je vais vous parler, qui va être au club de l'entresol et dans les salons, et vont aussi fréquenter le fils de Walpole. Donc vous savez que Walpole est le premier ministre du roi Hanovre, qui est une potiche, qui parle même pas anglais, mais les libéraux ont mis la main sur l'Angleterre à travers lui. Et il vient aussi dans ces salons Lord Chesterfield. Lord Chesterfield, qui est le grand recruteur maçonnique à travers toute l'Europe. C'est par lui que les grands d'Europe seront initiés. Lui et des aguliers vont participer au recrutement de beaucoup de princes en Europe. Donc ça, j'en parlerai une autre fois. De cette présence de l'Angleterre dans les salons va naître le fameux modèle anglais. Le XVIIIe siècle on va faire croire à l'aristocratie française au modèle anglais, c'est-à-dire au fait que le Parlement, les nobles ont maté le souverain, mais aussi que l'Angleterre serait un pays idéal, n'est-ce pas ? Alors que la réalité est que l'Angleterre, depuis la révolution libérale de 1688, a considérablement régressé. Alors évidemment, il y a des grandes fortunes, il y a des gens très riches, mais le peuple anglais est dans une misère comme il ne l'avait jamais connue. C'est la révolution libérale qui en est la cause. Et parmi ceux qui vont faire la propagande du modèle anglais, figure donc Montesquieu. Montesquieu, qui est donc de 1689 à 1755. Bon, vous savez qu'il est avocat, qu'il devient président du Parlement de Guyenne, et l'histoire officielle dit qu'il écrit pour se distraire. Il va écrire les lettres persanes, et ensuite l'Esprit des lois qui est le grand texte fondateur du droit constitutionnel en France. Mais c'est pas pour se distraire. Ces deux grandes œuvres, en fait, il les place au service de la cause maçonnique. Alors, quand on lit un livre scolaire, on ne sait pas que Montesquieu est franc-maçon, ni qu'il lutte pour les loges. Quand on étudie, je m'adresse aux étudiants en droit constitutionnel, pas simplement en philosophie, moi aussi j'ai étudié le droit constitutionnel, on ne parle jamais de Montesquieu comme d'un franc-maçon, on en parle simplement comme un juriste. Or, Montesquieu est franc-maçon et lutte pour la franc-maçonnerie anglaise, qui s'est installée en France. Alors, on ne sait pas exactement quand il a été initié, il y a plusieurs hypothèses. Et il va de soi que quand je fais ce genre de critique, je cite évidemment des dictionnaires maçonniques, n'est-ce pas ? Donc, un dictionnaire maçonnique pose la question de savoir s'il fréquente dès 1720, c'est-à-dire très tôt à Bordeaux, les milieux anglo-maçonniques de Bordeaux. Article Montesquieu dans le Ligou. Donc, si vous voulez, il y a déjà des francs-maçons à Bordeaux, il n'y a pas encore de loge où des Français sont initiés, mais Montesquieu les fréquente déjà. On ne sait pas s'il est initié à Bordeaux. Ce qui est sûr, c'est qu'il écrit en 1721 les lettres persanes, et que les lettres persanes vont être publiées à Amsterdam. Il n'y avait pas grand-chose à craindre
de la censure sous la Régence, mais c'est une prudence. Elles sont anonymes, on saura que, bon, il mène une carrière parlementaire, donc il ne veut pas évidemment être compromis par ses écrits. Alors, on ne sait pas s'il est encore ou pas franc-maçon, mais dans les lettres persanes, il y a déjà une critique du roi. C'est le fameux épisode des troglodytes. Vous savez que les troglodytes, c'est une sorte de communauté idéale, une république, qui vit dans une grotte. Alors, la grotte, c'est là où le fameux Rosenkreuz, le maître hypothétique des Rose-Croix, avait découvert les étincelles qui sont devenues les lumières. Donc, Montesquieu est un homme des Lumières, mais est aussi illuminé par les Rose-Croix. Et dans ses lettres persanes, il dit que la papauté, que le pape, n'est-ce pas, est une vieille idole qu'on encense par habitude, etc. Il est donc très anticatholique. Et il prend comme modèle de sage un persan, n'est-ce pas? Les lettres persanes, c'est un oriental qui donne des leçons à l'Occident chrétien. Ce que l'on retrouve d'ailleurs dans toute une littérature, la littérature du bon sauvage de la même époque. En 1729, on ne sait toujours pas s'il est encore vraiment initié, mais Montesquieu vient à Paris, donc il passe par le club de l'Entresol, et en 1729, il rencontre Lord Waldegrave, qui est l'ambassadeur d'Angleterre à Paris, et qui est franc-maçon bien entendu, avec lequel il va visiter tous les lieux où sont les sectes Rose-Croix en Allemagne, en Hollande, drôle de voyage. Et il finit son voyage à La Haye, où Lord Chesterfield, dont je vous ai parlé tout à l'heure, est ambassadeur d'Angleterre. Et Montesquieu va rentrer en Angleterre sur le bateau de Lord Chesterfield. Alors, comme l'avait fait Locke, alors Montesquieu est un disciple de Locke, c'est le plus grand disciple de Locke en France. Je vous rappelle, j'avais dit dans une autre conférence sur Locke, Locke était venu sur le bateau des Oranges, n'est-ce pas, d'Amsterdam, de Hollande, jusqu'en Angleterre, quand Guillaume d'Orange prend le pouvoir, et Montesquieu va sur le bateau de Lord Chesterfield, sur le yacht de Lord Chesterfield, jusqu'à Londres, et il est initié dans une loge anglaise, qui est une loge hanovrienne. C'est-à-dire que Montesquieu devient un espion, un agent secret de l'Angleterre pour la cause protestante et la cause hanovrienne. En 1732, il va avoir un énorme rôle en France et en Europe. Il va participer à beaucoup d'initiations de francs-maçons. C'est lui qui crée la loge maçonnique de Bordeaux en 1732, et en 1735, il va être aux côtés de Lord Chesterfield, de des Aguliers et d'autres francs-maçons anglais, à l'origine de l'initiation du comte de Saint-Florentin. Le comte de Saint-Florentin, qui est le secrétaire d'État de Louis XV, qui est un des premiers de l'entourage de Louis XV à être initié, et il va y avoir évidemment une infiltration maçonnique dans l'entourage du roi. Il y aura plus tard 2 loges maçonniques à la cour, dont je parlerai plus tard, avec l'encyclopédie dans une autre conférence. Énoncé. En 1737, et donc il va continuer son action dans l'ombre, et il va surtout la continuer par ses œuvres. Alors vous savez qu'il écrit l'Esprit des lois, la considération sur la grandeur des Romains est de 34, mais en fait c'est la première partie de l'Esprit des lois. Et il écrit l'Esprit des lois qui va être publié en 1748 à Genève. Donc on est dans la géographie calviniste, n'est-ce pas? Publication à Amsterdam, publication à Genève. Il a épousé la cause calviniste de 2 façons. D'abord par sa femme est calviniste, et ensuite par son éditeur qui est un franc-maçon calviniste. Donc il ne faut pas considérer Montesquieu comme un partisan simplement d'une monarchie constitutionnelle en France. Montesquieu est au service de la guerre de religion des calvinistes et de la franc-maçonnerie contre la monarchie catholique française. L'Esprit des lois, j'ai fait une analyse ésotérique de l'Esprit des lois et non pas juridique dans mon livre, parce qu'en fait, pour Montesquieu, il recherche chez l'esprit cosmique des lois. Il recherche en fait un esprit qui pourrait, il cherche une constitution non pas simplement pour la France, mais qui pourrait concerner le monde entier. Il s'agit pour lui de trouver des lois qui permettront de fonder une république mondiale cosmopolite. C'est un culte cosmopolite. Il applique donc déjà
ce que demandait Ramsay dans son discours de 1736. Et il le base sur ce qu'on appelle le spiritualisme, c'est-à-dire l'esprit cosmique, un Dieu interne au cosmos, qui est la somme des consciences humaines et qui est le Dieu maçonnique. Donc, Montesquieu est un disciple de Locke, il est anti-chrétien, il appelle au pouvoir du Parlement, mais en fait c'est un appel déguisé à une république, puisque les troglodytes sont déjà un modèle républicain. Chose extraordinaire, alors, évidemment il apporte au droit constitutionnel parce qu'il décrit les systèmes de gouvernement, mais la remarque, parce qu'elle va être d'actualité, c'est que pour lui la République est un système politique vertueux. Or, nous avons, n'est-ce pas, sous les yeux la preuve que la République est le système le plus pourri que l'on puisse connaître, n'est-ce pas, de tous les systèmes politiques. N'est-ce pas, la République, aujourd'hui, est entre les mains de la franc-maçonnerie et de la finance apatride. Il faut quand même se rendre à la réalité. Nous sommes gouvernés par l'anti-France. C'est l'anti-France qui est au pouvoir. Et nous en avons aujourd'hui un exemple très flagrant, c'est que Montesquieu va être à l'origine de la monarchie constitutionnelle, puis de la Constitution, puis de la République française. Et nous avons aujourd'hui une constitution, nous avons une république, une 5e république avec une constitution, donc un conseil constitutionnel. Il est évident que le Conseil constitutionnel, la Constitution, il était là pour c'est évident que le Conseil constitutionnel, la Constitution, il était là pour la protéger, et qu'à propos de cette fameuse loi scandaleuse sur le pass sanitaire, cette loi, n'est-ce pas, viole deux principes que tous les étudiants en droit constitutionnel connaissent. Je ne veux pas dire que j'approuve ces principes, mais ils existent, n'est-ce pas. Premier principe de liberté. Liberté, nous ne sommes plus dans un état de liberté, nous sommes dans un état de contrainte. Donc c'est le contraire de la liberté. Notre corps, aujourd'hui, appartient à l'État. N'est-ce pas, il ne nous appartient plus, évidemment plus relié à Dieu, il appartient à l'État, n'est-ce pas, qui est le maître, qui veut être le maître de notre corps. C'est ce que vient de faire cette loi. Donc le Conseil constitutionnel vient d'approuver la suppression de la liberté en France. Nous ne sommes plus dans un état de droit, on le savait depuis longtemps, mais là nous en avons la preuve. Deuxième viol constitutionnel, le viol de l'égalité. Alors, je ne suis pas un égalitariste, mais c'est dans la Constitution. Nous sommes aujourd'hui en face d'une discrimination. Alors, je ne voudrais pas prendre un exemple, je ne sais pas si j'ose le prendre, mais imaginez que l'on interdise aux Noirs d'aller au restaurant ou de prendre le train. Ça serait un scandale. Aujourd'hui, on interdit aux non-vaccinés d'aller au restaurant ou de prendre le train. C'est un scandale, c'est une discrimination entre les citoyens. Donc, aujourd'hui, le citoyen n'est plus libre, le citoyen n'est plus égal, le citoyen est du bétail qui peut être piqué, n'est-ce pas, comme on pique du bétail. Voilà, nous sommes piqués à la chaîne. Voilà ce que veut notre gouvernement. En face de cela, le Conseil constitutionnel aurait dû défendre les principes de la République, il ne l'a pas fait. Donc, un seul mot, j'arrêterai là, mais honte au Conseil constitutionnel. Que l'on supprime tous les avantages en nature que ces messieurs usent, dont ces messieurs usent et abusent. Nous avons sous les yeux la preuve qu'en République, les pouvoirs ne sont pas séparés. J'en reviens quand même à Montesquieu. Vous savez que la séparation des pouvoirs est reprise par Montesquieu dans Locke. Locke voulait séparer le législatif de l'exécutif. Montesquieu y ajoute le judiciaire. Aujourd'hui, nous avons la preuve aussi que le pouvoir judiciaire est soumis aux forces occultes qui dominent la France. Et un quatrième pouvoir qui n'existait pas du temps de Montesquieu, mais qui existe aujourd'hui, est également soumis à l'anti-France, c'est évidemment le pouvoir médiatique. Donc, Montesquieu est en fait à l'origine d'une utopie de séparation des pouvoirs, qui est due en grande partie à son ignorance théologique, parce qu'en vérité, il n'a rien compris au dogme chrétien, et en partie aussi à ses mensonges historiques. Les théories de Montesquieu sont basées sur un certain nombre d'erreurs et de mensonges. Même Jean-Jacques Chevalier, qui enseignait à Sciences Po, l'avait reconnu, notamment sur ce qu'est l'Angleterre de l'époque, n'est-ce pas ? Il crée un mythe d'une Angleterre. Il est allé en Angleterre, il a vu les beaux quartiers, mais il n'a pas vu la misère qui était en Angleterre. Donc, pour conclure, je dirais que d'abord, l'Église a condamné, elle aussi, n'est-ce pas, a condamné l'esprit des lois de Montesquieu. Ce qui prouve bien qu'elle a compris que derrière
l'aspect constitutionnel se cachait la guerre des religions des initiés. Et que Montesquieu va participer à l'encyclopédique maçonnique, avec Diderot, avec Voltaire, avec Rousseau, et aussi avec un certain Villermoz, dont je vous parlerai parce que c'est un des principaux illuminés en France. Donc, tout le XVIIIe siècle va nous mener vers une révolution qui sera anti-chrétienne, et qui sera à l'origine, qui est à l'origine du mondialisme qui tente de nous soumettre aujourd'hui. Donc, en conclusion, je dirais deux choses. Je dirais d'abord que le XVIIIe siècle, ce siècle est un siècle des ténèbres et non pas des lumières, et qu'il faut le jeter à la poubelle de l'histoire. Les Montesquieu, les Diderot, les Voltaire, les Rousseau, à la poubelle de l'histoire. Et que, à tous les ennemis du catholicisme, je répète que malgré leur pouvoir, malgré leur dictature culturelle et politique, nous résisterons parce que nous sommes des croisés. Je vous remercie.